Bonjour à tous et bienvenue. C'est la deuxième journée de notre événement en ligne, eSync Éducation et Recherche. Et ce temps d'échange que nous vous proposons maintenant est consacré au CRM, un outil que le supérieur connaissait mal ou peu il y a encore quelques années. Et auprès des transformations que nous avons connues, auprès des transformations brutales que nous avons connues et surtout l'amélioration des outils et la performance de ces outils, il est devenu courant et évident d'avoir recours à ces outils. Laurent, qui est en dessous de moi, a arrêté de faire du bruit. Des outils qui permettent de disposer d'un regard sur sa communauté ou ses clients et bien entendu sur ses partenaires et ses étudiants, puisque nous avons des établissements d'enseignement supérieur qui sont avec nous. Ils nous parleront de toutes ces relations qui se sont nouées via cet outil. Alors, avec notre partenaire Eudonet, qui est représenté par Séverine Vidal et Laurent Romeau, deux établissements représentés par Candice Sénéchal et Jean-Baptiste Collet, nous verrons ce que recouvre l'usage d'un CRM au sein de deux institutions et même d'une troisième, puisque nous allons parler d'un CRM dans un contexte de fusion. C'est pour vous dire, comme nous allons aborder des sujets compliqués aujourd'hui, comment dirais-je, nous sommes si friands de ces fusions dans notre petit monde, nous les passons en revue. Candice voit votre regard qui en dit long sur ce qu'est une fusion. Aujourd'hui, alors je vous le disais, Laurent Romeau, directeur de marché chez Eudonet. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Séverine Vidal, bonjour, expert CRM, enseignement supérieur à la recherche chez Eudonet, ça tombe bien. Bonjour à tous. Candice Sénéchal, alors justement, je parlais de vous, chargé des relations partenariales de l'université Gustave Eiffel, vice-présidente partenariat et professionnalisation. Est-ce que je me suis trompé? Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Il est long comme un jour sans pain, ce titre. Bravo. Vous allez nous parler du CRM, je suis sûr, avec tout ce que ça recouvre. Et Jean-Baptiste Collet, adjoint au directeur du développement à Lézier Paris. Lézier Paris, c'est une école d'ingénieurs avec une école avec un toit tout en longueur, si j'ai bonne mémoire, pas loin de Disneyland Paris, de ce côté-là de la région Île-de-France. Très belle école d'informatique, notamment, puisque maintenant elle a dû se diversifier. Et on verra comment tout cet ensemble s'est créé. Vous pouvez poser vos questions. Bonjour Jean-Baptiste. Vous pouvez poser vos questions, elles apparaîtront. Alors, vous pouvez y répondre, Séverine, Laurent, Candice, Jean-Baptiste en direct, ou on peut y répondre collectivement, ou bien sûr à tout moment. On va pas se poser on va pas s'empêcher de répondre s'il y a une bonne question qui tombe au moment de notre débat. Première question. Notre thème, c'est le CRM, multi-établissement, multi-service. Quelle solution pour répondre aux enjeux de la centralisation des grandes écoles et des universités? C'est un titre qui est assez clair. Pour autant, ma conviction, c'est que Séverine et Laurent, ça serait pas mal de faire un petit reminder sur ce que recouvre réellement un CRM dans un établissement et d'ailleurs, ce que recouvre tout simplement cette notion. Qui commence, Laurent, Séverine? Oui, pas de problème, je veux bien commencer. Alors, donc le CRM, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la gestion de la relation commerciale avec vos contacts. Alors, un CRM, il faut aussi s'imaginer que ça ne remplace pas tout au sein de votre SI et de votre établissement. Mais le CRM, il a toute sa place dans l'organisation de votre établissement ou de votre groupe d'établissements, puisqu'en fait, il va quand même couvrir un peu les enjeux actuels de numérisation, de structuration et d'optimisation des processus, de partage de l'information entre tous les utilisateurs, pour centraliser aussi toute l'information sur vos contacts, vos candidats, vos partenaires, vos donateurs, pour magnifier un peu la connaissance de tous ces éléments et de toutes les relations que vous pouvez avoir. Donc, le CRM, il concerne quel métier? Le CRM, il peut concerner le recrutement, les partenariats, les relations entreprises, les stages, la collecte de la taxe d'apprentissage, des dons et tout ce qui va concerner la communication, marketing autour de toutes ces personnes. Et au final, il ne faut pas oublier que le CRM, il va vous permettre de ressortir tout un tas d'indicateurs, de reporting pertinent pour vous aider à la décision et suivre et piloter votre activité. Donc, le CRM, ça fait tout ça. Et je ne rentre pas dans le détail, parce qu'on va y revenir tout au long de cette heure et quart. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que le succès de la mise en place d'un CRM, il passe par énormément de choses dans un établissement ou dans un groupe d'établissements. Mais il est réussi quand il trouve bien sa place et qu'il s'intègre bien dans le système d'information avec toutes les applications et sites web que vous pouvez avoir
que vous pouvez avoir, hein. Et bien sûr, tout CRM, dont Odonet, vraiment, doit aussi pouvoir embarquer et personnaliser toutes vos spécificités, parce qu'évidemment, chaque établissement est différent. Laurent, on l'a compris, donc c'est un outil qui permet d'avoir une entrée unique pour pouvoir gérer plein de données, pour pouvoir avoir une information claire. Séverine, pourquoi, quand je le disais un peu de manière piquante et pour provoquer, avant le CRM, c'était regardé un peu comme l'outil des commerciaux, puisqu'on avait sa liste de clients. Aujourd'hui, c'est un outil qui incarne véritablement la transformation. Oui, complètement. Alors, dans les projets qu'on est amené à traiter, alors ça fait une quinzaine d'années, au niveau d'Odonet, on prend en charge des projets CRM liés à l'enseignement supérieur. On est encore dans une phase où on remplace souvent des outils comme des fichiers Excel. Donc, on est plutôt effectivement dans une démarche de mise en place d'un premier projet CRM, et ça contribue effectivement à digitaliser un ensemble de données qui jusqu'ici étaient souvent bien le domaine réservé d'utilisateurs qui préservaient leurs contacts et leurs informations dans des fichiers Excel. Voilà, donc il s'agit effectivement de digitaliser ces données, de digitaliser du coup des processus et comme l'indiquait Laurent, bien de faire communiquer l'outil CRM, ces éléments avec les autres logiciels du système d'information. Voilà, donc on est vraiment dans cette démarche. Candice, Jean-Baptiste, est-ce que chez vous, on utilise le terme CRM ou on l'utilise, j'allais dire, dans les usages au quotidien? C'est un CRM que vous avez installé ou c'est un autre outil de gestion du partenariat ou comment vous l'avez intitulé? Typiquement, pour nous, c'est un CRM. C'est-à-dire on est vraiment dans la nécessité de gérer nos données clientes. Il faut savoir, je confirme tout ce qui a été dit auparavant. C'est-à-dire que la difficulté, par exemple, pour SCI Paris, pourquoi on a installé un CRM, c'est qu'au départ, on se retrouvait à gérer 6-7 tableaux Excel avec nos apprentis d'un côté, nos stagiaires de l'autre, les données financières des clients, et on n'avait pas d'outil d'analyse fiable. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte on avait des difficultés énormes. Si demain votre direction générale, la direction générale des métiers nous demandait sortez-moi le nombre d'apprentis avec les versements de taxes d'apprentissage des entreprises, ça nous prenait des heures et des heures et la fiabilité des données n'était pas garantie. Alors qu'avec l'installation d'un CRM, on a la possibilité maintenant de partager nos données, d'avoir des données fiables et demain le commercial est absent ou la personne qui gère les stagiaires est absente, on a les données sur un logiciel. Ça nous prend quoi? Allez, 5 minutes de sortie. Alors Mélanie nous pose déjà la question clé. On y répondra. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs pendant 1h15. On va répondre qu'à votre question, Mélanie. Candice, même question pour vous. Le CRM au niveau d'un nouvel établissement comme le vôtre? Nous, c'était indispensable en fait le CRM parce qu'on est une nouvelle université. Donc, on a été créé le 1er janvier 2020. Donc, on réunit une université, un centre de recherche, 3 écoles d'ingénieurs et une école d'architecture. Donc, on est multi-établissements et on est aussi multi-sites. Donc, on a 10 campus, donc on est présent sur tout le territoire national. Donc, pour nous, c'était indispensable d'avoir ça pour développer plus les relations partenariales et aussi le partage en fait, entre tous ces utilisateurs. Parce que là, on a actuellement une communauté de 30 utilisateurs. Tous ces établissements, en tout cas. En tout cas, le CRM, je ne sais pas s'il était installé avant mars 2020, mais en tout cas, il eût été indispensable. Si je puis dire. Oui, en fait, ça tombait vraiment la meilleure année parce qu'on l'a eu. Enfin, il était en production le 1er avril 2020. C'était vraiment pas une blague, quoi. D'accord. Donc, c'est pas une blague, mais ça vous a aidé concrètement? Oui, totalement. Oui. À partir de juin, on a été capable d'envoyer nos premiers mailings, de digitaliser des campagnes de com. Non, c'était vraiment top. Mais là, il continue encore à évoluer, en fait, en fonction des arrivées. Alors, Séverine, Laurent, vous êtes les experts, vous l'avez compris, et nous avons les usagers, les utilisateurs à nos côtés. Et on répondra à Mélanie, bien sûr, de toute façon, on répondra à toutes les questions. Est-ce que le frein dans tout cela, il est technique, il est humain, il est organisationnel pour passer à l'échelle avec un CRM dans un établissement? Alors, outre les sujets de ressources qu'évoque Mélanie dans sa question et dont on va parler, sont essentiellement effectivement des freins humains. C'est-à-dire que le CRM sous-tend, à tort ou à raison, je vais peut-être y revenir, le partage de données. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement,
comme tout outil commercial, l'outil CRM, il est destiné à une population, à des métiers qui sont en concurrence potentiellement entre eux. Hein, donc des commerciaux au sein d'un établissement, c'est encore plus vrai dans un groupe. Hein, on a plusieurs établissements et voire potentiellement plusieurs écoles qui sont en concurrence entre elles. Et donc ce partage peut quelque part suggérer certains freins humains de partage de données. Alors je disais à tort ou à raison pourquoi, parce que le CRM effectivement va naturellement vers le partage des données. C'est un principe qui favorise évidemment le développement commercial. Je dis à tort parce que l'outil CRM, en tous les cas Eudonet, est capable de gérer et de cloisonner les données. Ah, donc on ne va pas en faveur de ce type de processus, mais on peut rassurer l'utilisateur quant à la capacité de l'outil à verrouiller l'accès à certaines données et puis aussi à tracer finalement les différentes pratiques d'utilisateurs. Hein, donc on rassure quelque part la population dans ce sens-là. Mais on va de plus en plus vers l'idée d'un partage. Et alors, UGE, l'Université Gus-Aveffel, est assez représentative de cette tendance-là aujourd'hui. Hein, c'est un frein qui tend à se lever aujourd'hui. Alors, autre question, Eric, hein, il faut partager les expériences. Eric veut que Candice et Jean-Baptiste parlent. Dans 1 minute, Laurent, une dernière question pour vous. En fait, ce que révèle l'idée du CRM et cette plateforme en réalité de gestion des données, de traitement des données, de stockage des données, c'est un problème de qui a accès, qui n'a pas accès et comment dirais-je, la capacité à s'en servir. C'est presque, j'ai envie de dire, le premier blocage qui pourrait survenir et le premier frein qui pourrait empêcher de développer quelque chose. On verra avec Candice et Jean-Baptiste tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que une fois passé, une fois convaincu que partager les données, c'est une bonne chose pour tout le monde. Alors peut-être pas toutes les données, comme disait Séverine, mais une partie quand même pour avoir la connaissance la plus complète. Le candidat s'est inscrit à 2-3 établissements du groupe. C'est intéressant de le savoir. Bon, voilà. Mais on peut quand même masquer certains éléments. Voilà. Donc une fois qu'on a convaincu un peu tout le monde que on va tous dans la même direction en partageant le maximum de connaissances, bah, ça améliore et ça fluidifie aussi tous les processus internes. Et puis surtout, à la fin, moi, j'aime bien aussi cette idée que le reporting et les indicateurs, ils sont pertinents si tout le monde joue le jeu. Et plus tout le monde joue le jeu, plus les indicateurs sont pertinents. Et quand on a un bon pilotage, finalement, on y arrive mieux que quand on n'en a pas. Mais en tout cas, et juste une question avant de passer à Candice et Jean-Baptiste, je fais monter la pression, vous l'avez vu. Est-ce qu'il y a autant de données confidentielles que cela, à savoir combien il y a d'apprentis? C'est une question que je me pose souvent parce que quand on a préparé cette conférence, vous m'avez tous dit ouais, mais il faut des degrés de validation, il faut des degrés d'autorisation, il faut savoir ce que l'on partage. Parce qu'on veut dire, on avait peur avant même de commencer. Alors, le niveau de confidentialité, il va dépendre du périmètre du projet en tant que tel. C'est vrai que le CRM aujourd'hui consacre peut-être effectivement certaines données sensibles à certains utilisateurs. Alors, je pense notamment au sujet de la recherche, hein, qui peut être amené à être traité dans Eudonet, où là, évidemment, quelque part, des projets qui vont aboutir sur des dépôts de brevets, etc., peuvent être évidemment des données sensibles. Et puis, de manière globale, on va gérer des données qui concernent des contacts. Et quand il s'agit de jeunes, a fortiori, hein, pas forcément de professionnels, bah, on rentre là dans le cadre de la RGPD qui sous-entend encore plus, évidemment, qu'on préserve ces données-là. Hein. Donc, oui, parfois, on est amené à gérer des données confidentielles. Et là-dessus, tous les CRM, en tous les cas Eudonet, depuis 2018, est en conformité avec cette RGPD qui va effectivement nous amener à mener des campagnes de consentement régulières et, encore une fois, à verrouiller l'accès à certaines données sensibles. Voilà, donc on peut barrer l'accès à certaines données. Voilà. Oui, par exemple, pour la collecte de la taxe d'apprentissage. Oui. Voilà, c'est intéressant de savoir qu'une entreprise a donné... on a collecté la taxe d'apprentissage de cette entreprise. Après, c'est peut-être pas intéressant que tout le monde connaisse le montant. Non, bien sûr. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que nos internautes répondent à mes questions. Hervé me dit, généralement, ce qui bloque, ce sont les points financiers comme la taxe d'apprentissage et la recherche. Mais la recherche, c'est un problème plus large. Hein. On avait été traité notamment, j'ouvre une parenthèse, sur le cloud. Évidemment, il ne faut pas déposer les projets de recherche sur les plateformes
et sur le territoire. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes à chaque fois qu'on ouvre une porte, puisque j'ai entendu le bruit d'une porte. Eh bien, il y a un autre sujet qui apparaît. Donc, voilà. Candice, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, alors Candice, c'est tout frais, si je puis dire. Jean-Baptiste, si j'ai pas de mémoire, votre CRM est un peu plus vieux et vous l'avez plugué, ou vous avez fusionné avec celui de Gustave Eiffel. Bah, c'est ça. Alors, nous, ça date on a commencé à travailler avec Edenet en septembre 2015 pour une mise en prod en septembre 2016, pour bien vous donner l'étendue du problème, parce qu'en fait, il suffit pas de décider de vouloir un CRM, faut le mettre en place. Donc, il y a quand même un certain nombre d'ateliers techniques à mettre en place. Et après, il y a la phase de test qui est quand même, je sais pas si on en reviendra, c'est un aspect très technique, mais c'est quand même l'un des aspects les plus importants. Si vous ratez votre phase de test, vous allez le payer pendant plusieurs années derrière en gestion de données. La phase de test, c'est en fait que tout le monde soit au carré sur les mêmes choses et il y a un workflow qui soit bien identifié par tout le monde. En voilà. fait. Il ne faut pas sous-estimer les freins, parce qu'il y aura des freins. Comme tu as été dit, il y a la peur de partage de données. Typiquement, quand vous dites à quelqu'un, bah, c'est simple, qu'on contacte, je sais pas, Orange, SFR ou Thales, que tu avais pour toi, bah, tu vas devoir le partager avec le reste d'une école ou d'autres équipes de la même école, voire d'autres écoles. Dans le cadre, bon, ça je te serais Candice développé, mais dans le cadre de Gustave Eiffel, par exemple. Mais ça, il faut les convaincre parce que si tu freines, on n'y arrivera pas en fait. Ça veut dire qu'il y a un moment, on est en situation d'échec. Et la chose, c'est la notion de partager la donnée, elle est essentielle. Nous, on travaillait pour vous dire, avant, on travaillait sur nos relations entreprises, c'était sur un logiciel de scolarité. Ça n'avait rien à voir. On avait d'énormes difficultés à partager les infos, comme je vous les ai dit en préambule, et on n'avait pas d'infos fiables. C'est vraiment, il faut convaincre, et après, ça veut dire que même quand les personnes sont convaincues, ça veut dire qu'il y a un effort de pédagogie à faire tout au long, qu'on fait encore. Ça veut dire que vous voyez, nous, on l'a installé mise en prod en septembre 2016, on est en 2020, et je travaille encore avec toutes nos équipes pour les convaincre de l'utilité de partager les informations. Et vous allez nous angoisser, Jean-Baptiste. 4 ans, c'est trop. Candice, alors oui, question pour vous. Oui, on a fait la reprise de la base de l'essier et après on a injecté nos propres données, de nos bases SCOL et Ipareo donc voilà, mais nous, dès le départ, en fait, on s'était dit avec justement l'essier qu'on n'allait pas cloisonner les données, en fait. Tout serait visible par tout le monde, quel que soit le niveau de droit. Bon, après, il y a eu des besoins précis qui se sont justifiés, notamment un masquage des données financières des années précédant notre arrivée, sachant que le module taxe d'apprentissage cette année, essier et UGE, sera visible de tous. Il y aura pas de cloisonnement. Et après, un autre point qui a été demandé, c'était pour les prospects étudiants, masquer téléphone et mail, justement pour la concurrence, parce que nous, on a aussi intégré au sein du CRM un CFA, le CFA Descartes. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on le voit, les données financières, c'est le point irritant, le caillou dans la chaussure du CRM, puisque en tout cas, c'est ce que j'ai comme témoignage sur mon écran qui apparaît. Évidemment, la conduite du changement, c'est bien ça qu'on devine et qu'on voit en fil rouge dans tout ça, Séverine et Laurent. Oui, complètement. Et ça, ce sont des éléments, je vous voyais sourciller effectivement sur la durée de mise en place du projet. Alors, ces projets-là, en fait, ils sont rarement mis en place et arrêtés au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est-à-dire qu'on va plutôt se définir un cahier des charges sur une période bien précise, et ce cahier des charges, ensuite, bien, il va évoluer dans le temps et le CRM va sans cesse s'adapter effectivement à des besoins d'une qui vont évoluer, s'accroître. Alors, c'est encore plus vrai dans le cadre d'une université ICIT, où comme le suggérait tout à l'heure Candice, on va rajouter peu à peu de nouveaux utilisateurs, de nouveaux métiers au périmètre, ce qui va nous amener encore une fois à intervenir de nouveau. Mais encore une fois, cette conduite en changement, elle sera favorisée dès lors qu'on va prendre en charge quelque part le besoin en amont du projet. Donc ça sous-entend c'est cette organisation projet qu'il faut mettre en place. Il nous faut, si possible, un chef d'orchestre, qui est Candice en l'occurrence au niveau global de l'ICIT, mais également un chef d'orchestre par entité.
hein, c'est-à-dire que Jean-Baptiste aujourd'hui porte ce projet pour Essier. On a des référents et des chefs de projet dans chacun des établissements, hein, le CFA également, l'Université Paris-Marne-la-Vallée également. Donc tout cela fonctionne à partir du moment où on a cette organisation et on a des personnes qui sont capables en amont du projet de remonter le besoin de tous les utilisateurs. Dès lors que tous les utilisateurs sont quelque part plus ou moins impliqués dans le projet en amont, quelque part, toutes les voix sont entendues et on va comme ça dessiner un cahier des charges qui va être beaucoup plus simple à appréhender par la suite et va favoriser en tous les cas l'adhésion des utilisateurs par la suite. Alors, la question que je vois pointe chez Estelle, hein, qui est le point de blocage, c'est la liaison technique. Elle parle de cette liaison technique avec du matériel vieillissant. Elle sous-entend évidemment que tout le monde n'est pas à maturité ou à une maturité équivalente dans les établissements qui sont dans un site ou dans les établissements entre eux. Ça veut dire que finalement, est-ce que c'est facile théoriquement, on va dire, parce qu'après, on a parlé de lever des freins, mais est-ce qu'il est aisé quand même de plugger cet outil, y compris sur des solutions qui existent déjà? Alors, ça l'est de plus en plus. Je pense que ce que Estelle suggère, c'est pas tant effectivement quelque part un vieillissement des outils qui serait finalement quelque part général ou propre à l'ESR. C'est vrai que dans les universités, on a des outils qui sont tout le temps les mêmes, hein, des outils standards. Candice en parlait tout à l'heure. On a des outils comme Apogée, par exemple. Voilà, un certain nombre d'outils qui sont d'ailleurs. On a l'AMU surtout qui fournit les outils. Voilà, qui peuvent être contraignants en termes d'interconnexion. Pour autant, alors je vois au niveau de Net, on est capable de prendre en charge différentes, les données selon différentes méthodologies. De plus en plus, on a recours aux API. Hein, de Net a sa propre API. Tous les outils de plus en plus proposent leur propre API qui vont permettre ces outils-là de mettre en place ce qu'on appelle des web services, qui vont permettre de communiquer en temps réel, hein, de faire circuler la donnée entre de Net et les autres outils en temps réel. À minima, on va essayer de regarder, à défaut d'API, si on peut faire communiquer, circuler les données à partir d'extraction au format Excel, ce qu'on appelle les fichiers plats, ou au format CSV. Et ça, en général, on y parvient. Voilà, c'est-à-dire que des outils, même comme Apogée ou Pestage, savent nous envoyer les données et on est, nous, en capacité de les traiter dans ce format-là. Voilà. Jean-Baptiste et Candice, ça révèle aussi la mise en place d'un CRM, c'est une exigence, parce que ça exige que les données existent, ça exige qu'on les fasse remonter, ça exige donc de la part de toutes les équipes et les personnels une vraie sincérité à date et non pas en décalage ou un regard partiel ou pas sincère. Donc c'est vraiment un sujet, j'imagine, au niveau des organisations, c'est, j'allais dire une contrainte, mais en tout cas une obligation désormais, ce qui n'était pas le cas. Il y a une réelle stratégie à mettre en place en fait. C'est-à-dire que il suffit pas de dire on monte un CRM. Donc déjà, je voyais plusieurs questions, mais en fait, l'important c'est de créer une équipe projet cohérente. Ça veut dire que vous avez un administrateur technique qui s'occupe, qui est un expert du SI, et vous avez un administrateur métier au sein du projet qui permet d'échanger avec Odonet sur les deux aspects, parce que sinon c'est pas possible. Après, vous avez une stratégie d'import des données, c'est-à-dire que vous pouvez décider d'importer 10 ans, 3 ans ou 1 an. Et ça dépend ce que vous voulez, et ça dépend également de la qualité de vos bases antérieures. Si vous avez des bases informatiques très saines, vous pouvez apporter beaucoup, plusieurs années. Si vos bases informatiques sont déjà polluées ou pas très à jour, vous avez plutôt à importer moins et à recréer. C'est une stratégie qui est mise en place au départ. Si vous ne mettez pas en place cette stratégie, c'est toujours pareil. En fait, tout est décidé en amont. Et après, c'est juste des ajustements avec la solution technique. Candice, oui. La culture du reporting, on le voit bien, hein, puisqu'il s'agit de ça au cœur à la base. C'est-à-dire que si on ne reporte pas, il n'y a pas de données, il n'y a pas de CRM, il n'y a pas d'information qui remonte et de traitement qui est possible. Cette culture du reporting, est-ce qu'elle est égale dans tous les établissements et comment finalement la diffuser et que tout le monde se l'approprie? Alors, en fait, je pense que les SI, comme ils ont éprouvé la base pendant au moins 4 ans avant qu'on l'utilise, ils ont été des super ambassadeurs pour ce genre de fonctionnalité du CRM, en fait. Et ils ont vraiment favorisé l'adhésion des utilisateurs au niveau de l'ex-UPEM et maintenant de l'UGE. Donc, ça prouve que je pense que de travailler comme ça en communauté, ça amène plus rapidement, en fait, je pense, l'adhésion de tous. Et maintenant, on travaille vraiment en réseau, en fait. Il y a un administrateur principal, qui est moi-même, et après, on a désigné des administrateurs fonctionnels
dans chaque établissement et des référents fonctionnels dans chaque service et composante. Donc, ça permet un peu d'avoir une structure pyramidale et puis de faire remonter les besoins au fil de l'eau et puis d'avoir toujours un CRM qui est à jour et puis qui correspond aux besoins et qui répond à toutes les attentes en tout cas. Alors, le CRM, Séverine Laurent, c'est un outil évolutif. Hein, le CRM d'un jour, il n'est pas pour toujours, si je puis dire. Donc, ma question, c'est cette évolution, elle se fait régulièrement. Elle se fait dans quel cadre? Parce qu'on ne peut pas changer les règles du jeu à tout instant, j'imagine. Ouais. Alors, il faut que le CRM, il évolue régulièrement. On a vu, il y a eu énormément de changements des organisations depuis 1 an maintenant. Donc, évidemment, il faut que les outils suivent. Il faut s'assurer que on puisse traiter tel nouveau type de demande, tel nouveau processus dans le CRM. Sinon les utilisateurs n'adhèrent plus, ne s'y connectent plus. Enfin voilà, donc il faut le faire vivre et ça peut être parfois des petits ajustements. Voilà, s'il y a beaucoup trop d'utilisateurs qui remontent un mauvais fonctionnement, ils disent ce serait quand même plus simple de faire comme ça et puis ensuite comme ça et comme ça, faut le changer. Voilà. Et puis s'il y a des projets ou des chantiers plus importants, c'est là où justement tous les référents, les administrateurs présents dans les structures doivent réfléchir en amont pour faire une sorte de cahier des charges, une expression de besoin, puis ensuite on le monte sous la forme d'un projet. C'est important que Séverine, c'est répondre aussi à des choses qui sont finalement imposées aux utilisateurs. Je pense aux réformes. La réforme de la taxe ces 2 dernières années, la réforme des stages qu'on a pu connaître également il y a quelques années. Ce sont des exigences réglementaires qui du coup s'imposent également au projet et effectivement du coup on a besoin de se montrer agile par rapport à ce type d'évolution qui doivent être prises en charge par le CRM et sans tarder. Voilà. Donc, juste, Candice et Jean-Baptiste, qui change le CRM? C'est vous qui avez la main totalement? C'est vous qui êtes le donneur d'ordre? Oui. Il y a 3 administrateurs fonctionnels, donc ils ont la main sur la console administration du CRM. Et puis après, nous, on a mis en place en interne, vu qu'on est multi-établissement, on a mis en place pas mal de réunions en fait très régulières. Donc il y a des labs CRM référents en fait qui font remonter en fait les besoins des utilisateurs et les demandes d'évolution. Il y a des chantiers en fait métiers, donc plutôt suivi commercial ou com. Et là, on travaille juste sur une fonctionnalité particulière. Et après, on a mis en place récemment des cafés CRM. Donc là, il y a les 38 utilisateurs qui discutent des blocages, des bonnes pratiques, des retours d'expérience. Et là aussi, on détecte toujours à ce moment-là en fait des besoins en fait. Comme le transfert d'informations. La dernière fois, c'était plutôt ça. Comment être au courant tous les jours d'une modification de fiche, d'une opportunité, d'un nouvel événement. Et on en revient toujours au même, c'est autour de la machine à café qu'on a les meilleures informations, vous le savez bien. Et vous voyez où je veux en venir, parce que la révolution que nous connaissons, on a déjà une question pour le RGPD, mais on y reviendra tout à l'heure. Quand on parle d'évolution du CRM et l'évolution sur les usages, les fonctionnalités et vers l'intelligence artificielle, on nous en a fait la remarque là parmi les internautes qui nous regardent et les participants. Comment on va faire le lien? Est-ce qu'on y est à maturité ou pas encore? Et là, je me retourne vers les experts et vers les usagers, Jean-Baptiste et Candy, juste après. Oui, cette maturité, je crois qu'on y est véritablement. Dans l'enseignement supérieur, on se pose plus ce genre de questions aujourd'hui. Enfin, on le ressent dans les témoignages de Candice et de Jean-Baptiste. On a des utilisateurs qui aujourd'hui sont demandeurs, qui sont trop confrontés quelque part aux limites d'outils comme le fichier Excel. Et puis, on a une vraie exigence de la part de l'établissement maintenant de dépasser ces clivages et d'aller plus loin. Voilà, on n'a pas besoin. Alors, je parlais d'intelligence artificielle, le basculement vers l'usage de l'intelligence artificielle. On avait déjà dit ce que vous venez de nous dire et je vous remercie de l'avoir dit, mais c'est vraiment ce lien qui va se faire avec ça, puisque est-ce que ça serait le 2e étage de la fusée? Oui. Aujourd'hui, alors j'ai envie de dire que le sujet est un peu plus intermédiaire, c'est-à-dire qu'on travaille davantage sur tout ce qu'on appelle les workflows. Donc on va plutôt faciliter l'intégration de processus quelque part un peu automatisés dans l'outil. Donc on peut pas appeler ça de l'intelligence artificielle, mais on va quelque part viser un peu à cadrer les usages et les utilisations. Voilà, on est plutôt dans ce genre de nouveautés là ou de prise en charge de ce genre de nouvelles fonctionnalités. Voilà.
Jean-Baptiste, chez les ingénieurs, on n'est pas déjà dans l'intelligence artificielle. Comment interpréter, anticiper, faire un peu de… En fait, je vais vous décevoir, je vais rejoindre totalement Séverine, parce qu'en fait, la question, l'intelligence artificielle, c'est très bien, tout le monde en parle. Enfin, après, on pourrait définir, mais c'est pas lieu. Qu'est-ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle? Mais en fait, on est plus en tant qu'utilisateur sur un besoin d'automatisation de nos process. Parce que si vous dégagez du temps sur des process administratifs qui sont chronophages, l'édition des conventions de stage, l'administration des conventions de stage, ou ce genre de choses, ou des contrats d'apprentissage ou autre chose, les personnes que vous libérez, elles peuvent se consacrer à des missions à plus haute valeur ajoutée. Typiquement, nous, on préfère que notre service insertion, il s'occupe de coacher les jeunes, donner du conseil aux étudiants, que plutôt éditer 2000 conventions de stage, vous voyez. Et donc ça, si on a un outil qui lui permet de le faire, qui centralise toutes nos données, ça veut dire qu'on aura aussi des données financières à l'intérieur, voilà, le besoin utilisateur, il est plus sur, comme disait Séverine, sur les process, sur l'adaptation des process, l'adaptation aux réformes, que sur, pour l'instant, l'intelligence artificielle, même si c'est très bien parce que, si vous voulez, à ICIE, on a plein de cours là-dessus, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Enfin, de mon point de vue. Hein. D'accord. Bon, je suis déçu. Je pensais que vous allez me dire, ouais, on va faire de la prospective, on saura tout, on va deviner tout. Pas encore. Donc, alors, Candy, c'est une question pour vous, de Didier. Pour un laboratoire multitutelle, c'est un peu ce qui vous concerne. Il y a plein de tutelles ou en tout cas d'institutions différentes. Quelles sont les applications? Alors, on va peut-être répéter ce que vous avez dit, mais si la question à poser, c'est que ça mérite d'être approfondi. Justement, là, c'est un peu notre réflexion du moment. En fait, comme on a fusionné avec un institut de recherche, on regarde en fait l'application recherche pour le CRM, donc le module recherche, et on s'interroge sur nos outils actuels et sur la possibilité d'intégrer le module recherche. Mais ça fait partie d'un groupe de travail actuellement à l'université. On n'a pas encore intégré de laboratoire, en tout cas. En tout cas, c'est la multitutelle qui posait question, si je comprends bien la question. C'est-à-dire qu'on reboucle avec votre problématique d'avoir plusieurs institutions qui sont alignées et savoir comment les regrouper au sein d'un CRM commun. Je crois qu'on peut. Oui. Je pense que la question, effectivement, elle pose sur l'architecture un peu du modèle l'architecture du modèle de données dans le CRM. Au niveau de Denet, on a aucune limite technique qui consisterait finalement à freiner l'association d'un projet de recherche vis-à-vis de plusieurs entités, donc plusieurs labos, plusieurs entreprises, pourquoi pas, qui pourraient contribuer à ce projet de recherche. Voilà, donc on peut avoir autant de parties prenantes finalement qu'on peut avoir de projets à piloter. On va s'évertuer effectivement quelque part à adapter le paramétrage de l'outil pour répondre à cette organisation. Voilà. Bon, une question qui arrive sur le partage des données. Et le partage des données, bling, 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 la petite cloche RGPD arrive derrière vos oreilles et vous dit, mesdames, messieurs, comment l'intégration des données personnelles dans le CRM, comment on est en cohérence avec le fameux RGPD? Alors, ou allez-y, pardon, excusez-moi. Non, allez-y, Laurent. Après, Alors, le RGPD, il y a deux aspects. Il y a ce que le règlement impose à tout le monde. Et après, il y a comment c'est traité dans le ou les outils. Donc, dans le CRM de Net, donc, on a des contacts de personnes. On sait identifier toutes les données à caractère sensible, à caractère personnel. On a des outils pour anonymiser, pseudonymiser les informations. On a le tableau des registres de traitement qui se génère automatiquement. Donc, un traitement, alors après, je ne vais pas revenir sur tout, mais là, c'est un emailing, un export, un import, ce genre de choses. Donc, il faut qu'il y ait des outils des fonctionnalités dans l'outil informatique pour faciliter la conformité avec le RGPD. Mais le RGPD, c'est d'abord aussi un process organisationnel à mettre en place dans l'établissement. À combien de temps je garde les données, quel est le process quand quelqu'un va me demander un accès aux données ou une suppression de données, qui est le DPO qui s'en charge, voilà. Donc, évidemment que dans le CRM, il faut des outils facilitateurs parce qu'on peut avoir tellement de données que il ne faut pas non plus que ce soit du temps
trop important pour traiter ces informations. Mais le RGPD, c'est d'abord organisationnel, en fait. Hein. C'est quel process je mets en place au sein de mon établissement, de mes équipes. Est-ce que tout le monde est bien au carré sur ce que ça revêt, tout ce que ça concerne. Voilà, parce que le RGPD, il dit que il ne faut pas qu'un utilisateur ait un fichier Excel quelque part. Hein. En vrai. Voilà. Jean-Baptiste, Candice, qu'est-ce que ça vous inspire le RGPD? C'est quelque chose qu'on vient enfin, on met le warning, j'imagine, à chaque fois que vous manipulez de la data. Donc. Dès le début en fait, du projet, on a intégré la DPO à toutes les réunions plutôt RGPD. Et en fait, comme on est un CRM multi-établissement, on a travaillé en équipe en fait, sur ces questions-là parce qu'on devait définir ensemble toutes les durées de validité de la donnée sur le CRM. Donc, il a fallu qu'on statue vraiment type de contact par type de contact, combien de temps on allait les garder en CRM. Et puis après, comme on utilise la même fonctionnalité emailing, il a fallu qu'on détermine les catégories de désabonnements communes en fait, à tous les établissements. Donc ça, c'était vraiment des gros chantiers en fait, pour avoir quelque chose de cohérent et parmi toutes les équipes en fait. Ouais, il y a pas de... Ah pardon, excuse-moi. Non, j'ai rien à dire, allez-y. Non, puis il y a le stockage et puis aussi il y a les diffusions. C'est-à-dire que vous devez créer des options qui permettent à vos contacts, qu'ils soient étudiants ou entreprises, de se désengager. Ça veut dire qu'en fait, c'est le principe de base. C'est que vous envoyez un emailing de masse à 2000 personnes. Si vous avez un retour, vous devez créer quelque chose qui permet aux gens de se désengager et pour les administrateurs du CRM, quelque chose qui permet qu'ils se désengagent facilement parce que comme ça vous donne moins de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est à la main, vous devez supprimer 350 contacts, ça va être un peu long. Par contre, s'il y a une coche qui permet qu'on archive un contact, c'est quand même un peu plus simple. Mais ça, c'est des choses à prévoir, comme disait Candice. Et Donnet, c'est des choses à prévoir en amont. En fait. C'est des groupes de travail, vous le prévoyez en amont et après, ça roule. Enfin, je parle sous de Candice, on n'a pas énormément de difficultés à ce sujet-là. Oui. Non, il n'y a pas eu pour le moment de problème à ce niveau-là, en fait. Parce qu'on a fait une campagne, on est en train de faire une campagne de consentement pour tous nos partenaires entreprises et puis alumni aussi qu'on a importé sur la base. Et donc, déjà, il y a une première proposition de désabonnement et donc, il n'y a pas eu de plainte ou quoi à ce niveau-là. Ok, juste une question qui me vient comme ça, soudainement. Je vous avais prévenu, j'ai quelquefois des questions qui me viennent. Comment ça s'appelle un CRM au niveau de l'établissement? J'imagine que chez Alésier, chez vous, avec Gustave Eiffel, on l'appelle le CRM de Gustave Eiffel? Oui. Ah bon, tout simplement. On lui donne pas un petit nom. Ok. Donc, ma question n'avait pas de sens. Si. Certains établissements donnent un nom à leur application. Et c'est même, évidemment, ça peut paraître accessoire, mais ça contribue assez bien à l'adhésion de l'outil. Voilà, pouvoir, pourquoi pas, par des votes, demander leur avis aux utilisateurs et voilà, c'est un moyen de s'approprier l'outil. Ouais, moi, c'est mon sentiment, mais quand j'ai vu le regard de Candice en me disant mais votre question est saugrenue, je me suis dit peut-être que c'est complètement idiot. Donc c'est pour ça que je n'ai pas réagi. Mais c'est vrai que après tout, il y a des apogées, des serveurs qui ont des noms pas possibles. L'apogée, c'est l'outil mis en place par la MU. Mais c'est pour ça que je me suis dit au fond dans cette process de produit du changement, avoir un outil qui peut-être avoir un nom qui fédère est une stratégie. J'arrête là sur cet aspect naming. Un sujet, évidemment, alors tu as dit une question, est-il possible de gérer la carte des formations entre plusieurs établissements via un CRM dans un contexte de co-accréditation? Alors, co-accréditation, il y a des accréditations. Qui veut répondre à cette question? Alors, je vais juste rappeler, d'ailleurs, c'est un élément qui est très important. Les formations en tant que telles, les différents programmes, ils sont rarement pilotés à partir de Donnet. C'est plutôt l'outil de scolarité qui va les centraliser, les référencer. Et ça me fait penser qu'il est important, dans le cadre des interfaces qu'on va mettre en place entre le CRM et ces outils-là, que Donnet ne devienne pas le miroir, une sorte de duplication de ces outils-là. Donc, c'est important de ne pas reconstituer dans Donnet un apogée, un Hypareo, voilà. Donc, c'est un facteur clé de succès également. Si l'outil CRM devient trop riche en données,
il devient trop complexe et justement ça contribue à cet effet inverse quelque part de non d'adhésion à l'outil. Donc les formations, elles peuvent être centralisées dans l'outil, c'est parfois nécessaire quand on travaille notamment sur la formation continue, on a besoin d'associer toute opportunité, tout devis, toute convention à un programme. Pour autant, le CRM n'est pas forcément là pour gérer ce genre de sujet. Donc l'accréditation, elle peut être évidemment identifiée dans l'outil, mais c'est pas Eudonet, c'est pas l'outil CRM qui devient maître sur ce type de sujet. Rarement, en tous les cas. D'accord. Ne prêtons pas au CRM toutes les qualités, toutes les vertus. Hein. C'est ce que vous nous dites. Il y a aussi des outils. C'est un peu un point de vigilance qu'on a, nous. Hein. C'est de se dire, on va pas faire un couteau suisse, en fait, avec notre CRM, sachant qu'on a des demandes de plein de services, de plein d'établissements pour ajouter une fonctionnalité, pour ajouter des datas. Enfin, du coup, on prend vraiment le temps de la réflexion. Tous ces besoins. Ouais. D'accord. Évidemment. Pardon, excusez-moi. Allez-y. Il faut garder une cohérence, en fait, tout simplement. C'est un outil. Nous, on travaillait avant, comme je vous l'ai dit, sur un logiciel de Skoll qui n'était pas du tout adapté à notre activité, que ce soit les activités de promotion, de relations entreprises, d'insertion, ça n'allait pas du tout. Et donc, le fait de travailler sur un CRM, on a défini quelles activités étaient gérées par le CRM, quelles données on mettait dans le CRM. Par contre, c'est pas un outil magique. Enfin, demain, on s'en sert pas. Voilà, on s'en sert pour faire notre promotion, pour faire nos relations entreprises. Et puis, on a des demandes qui sont complètement saugrenues. C'est pas un ERP, voilà. C'est ce que je cherchais, c'est pas un ERP SAP. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin pour votre comptabilité de faire vos factures, c'est peut-être pas le meilleur outil. C'est mieux rester sur un ERP classique. En fait, parce que je vous parle de ça parce qu'on a eu ces demandes-là, nous, en interne à SIE, et on s'est dit non, parce que là, ça devient une usine à gaz. Ce qu'on nous demandait, ça devenait n'importe quoi, et en fait, on perdait le fil, le but, l'objectif du partage de données, de la gestion de nos données clients, qui n'était pas forcément la gestion de nos données comptables, par exemple. Voilà. Très important. Les périmètres, évidemment, du CRM, parce qu'après tout, c'est un outil, une solution logicielle qui peut s'appliquer partout. Mais le périmètre, quand on part sur une logique de CRM, c'est bien celle-là, vous l'avez dit, Jean-Baptiste. Et merci d'avoir rappelé ces fondamentaux. Évidemment, vous n'y échapperez pas. Ça coûte combien tout ça? Parce que ça a été posé. Est-ce que c'est un investissement important? Est-ce que c'est un investissement sur le temps, sur la durée? Ça fonctionne comment? Séverine Laurent et puis peut-être Jean-Baptiste Candissa. Alors, un investissement important, oui, bien sûr, ça l'est toujours parce que il y a, outre l'investissement financier, où on va revenir en termes de fourchette de prix, il y a un investissement humain, hein, vous l'avez compris, par la mobilisation des différents acteurs. Outre un chef de projet, on a toujours finalement parmi nos utilisateurs des gens qui au quotidien ont autre chose à faire que quelque part travailler sur un projet CRM, voilà, et donc c'est un coût à intégrer au départ, voilà, un coût en temps à intégrer dès le départ au niveau du projet. En termes de budget, alors tout va évidemment dépendre du nombre d'utilisateurs qui utilisera l'application. Hein, on est sur des modèles qui sont essentiellement aujourd'hui en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on est sur un abonnement locatif qui va dépendre du nombre d'utilisateurs qui seront connectés à la base. Hein, donc ça, c'est la première variable. Et la deuxième, vous l'avez compris, c'est le périmètre fonctionnel du projet. Hein, quels sont les services, quels sont les métiers finalement qu'on va prendre en charge dans l'outil. Et là, du coup, vous l'avez compris, les fourchettes sont très larges. Hein. C'est-à-dire qu'à minima, on a des projets qui s'inscrivent sur des fourchettes basses de 10 000, 15 000 euros la première année de mise en service. Et cette première année, évidemment, elle est plus coûteuse parce qu'elle intègre, outre les abonnements utilisateurs, bien toutes les prestations de formation, d'accompagnement, de récupération initiale des données et des mises en place d'interfaces qu'on a évoquées. Et puis, évidemment, alors, on est en train de parler de projets multi-établissements, ce qui sous-entend quelque part des périmètres, sinon très larges, en tous les cas, un grand nombre d'utilisateurs et du coup de prestations à délivrer. On peut aboutir sur des projets à plus de 100 000 euros la première année. Donc, voilà, la variable, elle va vraiment se jouer sur le nombre d'utilisateurs de départ, hein, quelque part. Et c'est un coût, alors qui évidemment va aller décroissant au fil des années. Hein, sur les années suivantes, on est après sur plutôt de l'entretien de la base. Donc on met souvent en place d'ailleurs des contrats de régie hein, qui sont encadrés par des maximums budgétaires finalement. Et donc du coup, ça va contribuer à effectivement alléger évidemment ces coûts budgétaires dans le temps. Mais ce coût reste permanent tout au long de la vie du projet. Voilà, et c'est important.
voilà, on a souligné, c'est important qu'on ait une communauté d'utilisateurs, une équipe projet au sein de l'université et de l'école qui reste en place et mobilisée tout au long de la vie du projet pour contribuer à son existence et à sa bonne qualité. De toute façon, on est sur un modèle aussi en mode SaaS, hein, comme on dit, hein, qui a transformé notre économie avec le digital, évidemment. On le voit dans la musique, hein, puisqu'on écoute de la musique en streaming, et ben on utilise des solutions logicielles avec une externalisation sur sa gestion, et on le voit, et ça marche plutôt bien. Jean-Baptiste et Candice, est-ce que ça coûte cher? Alors, ça a un coût certain. Celui d'Essier Paris, il était, pour vous donner une fourchette, on était largement au-dessus de 50 000 euros. Nous. Mais après, en fait, c'est un investissement qui est important, mais quand vous allez voir votre direction générale pour le justifier, il faut bien penser ce que je disais tout à l'heure. En fait, qu'est-ce que vous allez gagner en installant ce type de logiciel? Alors, je grossissais le trait en disant, bah, c'est simple, nous, certaines tâches administratives, avant, elles occupaient une personne à temps plein. Maintenant, elles n'occupent plus cette personne à temps plein. Cette personne a fait autre chose, qui pour l'établissement, a plus de valeur ajoutée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, quelque part, c'est comme ça que vous le présentez à votre direction générale. Bon, ça va me coûter X kilo-euros, mais par contre, je dégage du temps là-dessus sur des tas. Parce qu'en fait, c'est ça. Si vous n'avez pas de logiciel unique, vous êtes obligé de multiplier des tableaux Excel, des tâches administratives qui sont pas, voilà, faut vivre avec son temps. Enfin, je peux vous dire que moi, je travaille dans une école, personne n'a envie d'éditer 3000 conventions de stage, personne. Ni 800 contrats d'apprentissage. Personne n'a envie de le faire. Et donc, à partir de là, si vous avez des solutions logicielles qui permettent de tout relier et vos aspects financiers, et ben, vos équipes, elles font autre chose. Et elles font, par exemple, ce que je vous disais, du coaching d'étudiants. Elles vont voir vos clients plutôt que c'est des heures et des heures à remplir des comptes rendus, parce que les comptes rendus, vos commerciaux, c'est très facile pour eux de rentrer des comptes rendus dans le logiciel. Voilà, vos équipes, elles font ce qui vous fait gagner de l'argent ou qui donne de la valeur ajoutée à votre établissement. Ce n'est pas honteux de gagner de l'argent, Jean-Baptiste. Ah non, mais moi, mon travail. Donc, Candice, ça vous a coûté cher. En fait, cette partie-là, avant projet, elle a été déléguée à l'équipe ICIT, en fait, parce que la création d'université, ça a été soutenu par le projet Futur qui était labellisé ICIT. Et donc, dans les actions futures ICIT, il y avait cette partie-là de développer de manière plus ambitieuse et plus efficace en fait, nos relations partenariales. Et donc là, le CRM a découlé de manière naturelle et Eudenet encore plus, puisque l'ESSIer, qui faisait partie maintenant de l'université Gustave Eiffel, utilisait Eudenet en fait. Donc, et vous ne voulez pas parler d'argent, d'accord, j'ai compris. Ok. Alors, il y a Louise qui s'adresse, Candice et Jean-Baptiste. Vous voyez, ça y est, on a formé un duo. Avez-vous hésité entre plusieurs CRM? Alors, pardon à nos amis de Eudenet, mais bon, je pose la question quand elle arrive et ils mettent entre parenthèses, bouh, Salesforce, qui développe des solutions adaptées pour le support également. Alors, nous, comme le dit Louise, hein, on a benchmarké plusieurs solutions. Donc, ça a duré à peu près 6 mois. On a été voir Salesforce, on a été voir Trace aussi. Et on a choisi Eudenet par rapport à des critères de fonctionnalité, de coût, clairement. C'est-à-dire que il y avait des logiciels qui étaient peut-être meilleurs, mais qui étaient beaucoup trop chers pour nous et par rapport à notre besoin. Et la bonne synthèse, c'était Eudenet. Enfin, c'est pour nous, hein, c'était notre choix. Donc, en fait, voilà, un benchmark classique et par rapport à notre besoin, on a choisi Eudenet. D'accord. C'était une question de coût aussi pour vous, Candice? Ah oui, vous êtes appuyé sur le choix de… Oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Attention, on n'a pas pris forcément le logiciel le moins cher, la solution la moins chère. On a pris la solution qui correspondait au mieux à notre besoin. Parce que, par exemple, le besoin d'Essier Paris, c'est peut-être pas le besoin d'une autre école. C'est ça, en fait. Les choix, ils se font en fonction d'un besoin, mais ça part. Pourquoi j'insiste là-dessus? Au départ, il faut définir son besoin et pas juste je veux un CRM pour gérer mes données clients. Ça, c'est pas un besoin. Un besoin, c'est pourquoi faire, quel service, combien de personnes. C'est ça un besoin. C'est votre projet, vous le définissez avant de faire votre benchmark, en fait. J'imagine qu'il y a une cohérence entre les établissements d'enseignement supérieur, entre deux écoles d'ingénieurs. Vous avez à peu près les mêmes contraintes, exigences, même s'il peut y avoir des spécificités, je vous l'accorde. Séverine, Laurent, est-ce que le chemin à parcourir vers un équipement complet, total, efficace, efficient, pertinent dans le supérieur est encore long?
j'aimerais avoir votre regard. Est-ce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est votre regard un peu de témoin privilégié, puisque vous allez voir tout le monde. Et quel est notre degré de maturité là-dessus? On voit bien que Candice et Jean-Baptiste illustrent un peu des acteurs qui sont en avance, mais en tout cas qui sont dans leur époque, hein, puisqu'ils ont misé sur des produits qui leur permettent d'avancer. Où en est-on? Pour moi, on est on est là dans le cadre d'un marché qui est totalement mûr aux besoins CRM. Et ça, c'est le cas déjà depuis, j'ai envie de dire, 5-6 ans. Alors, évidemment, le contexte Covid a même, pourquoi pas, accéléré ce processus. On a beaucoup de demandes depuis un an. La nécessité, quelque part, de pouvoir travailler à distance et d'où qu'on soit sur des données au quotidien a forcément accéléré le sujet. Mais encore une fois, la maturité, elle est présente. Le CRM n'est plus un tabou. Non, aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est très, très, très identifié. Il y a 10 ans, je vous aurais dit le contraire. On ne savait pas trop ce que c'était qu'un CRM dans une université ou dans toute école. Aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Est-ce que tout le monde, alors ma question, je la précise un peu, est-ce que tout le monde est équipé? Que le produit soit mûr, ça j'en conçois, c'est bien, mais… Non, tout le monde n'est pas encore équipé. Voilà. Non. Il y a encore du chemin. Vous avez des études là-dessus? Vous avez des pense études. même que le taux d'équipement, il n'est pas forcément très loin que dans certains autres secteurs d'activité. Ah bon? D'accord. D'accord, j'avais le Je pense sentiment que tout le monde est équipé d'un CRM, mais c'est pas vrai. Non. Ah. Loin de là. Non, mais c'est ce que je disais. On remplace encore beaucoup de fichiers Excel aujourd'hui. Hein. On est encore rarement encore sur des projets de remplacement de CRM, même si évidemment on en traite certains. Oui, d'accord. Donc, vous n'avez pas de chiffres. Par exemple, vous n'avez pas une étude de marché qui nous dit, je sais pas, 30% des établissements sont équipés, 25%, 60%. Non, alors comme ça, vu de nez, je dirais qu'on est sur un marché moite-moite, hein, j'ai envie de dire, d'écoles et universités équipées pour moitié, voilà. Mais c'est un ressenti. Il n'y a pas d'études réelles là-dessus. Ah bah attendez, la question est tombée en même temps que je vous la posais. Pourriez-vous nous indiquer combien d'établissements du SUP utilisent Donnet? Et alors, il précise Séverine et Laurent. Donc, on a créé un deuxième duo, vous avez vu? Alors, au niveau de Donnet, on a équipé à peu près 160 établissements. Hein, et on intègre dans ces établissements, encore une fois, des universités, des écoles et même des fondations d'écoles. C'est important de le souligner, hein, parce qu'aujourd'hui, on adresse également ce type d'acteurs. Question pour nos amis Candice et Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez senti, alors on a parlé conduite du changement, on a parlé organisation, on a parlé process, est-ce que vous avez eu besoin ou recours à des nouvelles compétences? Je m'explique. Les universités, les grandes écoles étaient enfermées souvent dans des fiches de poste et le recrutement était souvent compliqué et d'un point de vue statutaire et d'un point de vue fiche de poste, comme je le disais. Est-ce que cette adoption de cet outil vous a aussi contraint à aller chercher ces nouvelles compétences, peut-être dans le digital, peut-être dans les diplômes nouveaux? Non, bah moi j'ai pas un diplôme d'informaticien ou quoi que ce soit, ou du digital, pas du tout. Et pourtant, je trouve que justement le CRM de Net, là, il est assez intuitif et ergonomique. Donc ça m'a pas nécessité, même la console administratrice, elle est assez simple d'utilisation. Après, au niveau du recrutement d'utilisateurs, on fait assez attention à ce que la personne ait une appétence pour les nouvelles technologies. Sinon, ouais, c'est tout ce qu'on regarde. D'accord. Jean-Baptiste, votre regard sur ce sujet? Je rejoins ce qu'a dit Candice. Et par contre, avec juste une précision, nous, sur nos fiches de poste, c'est écrit. C'est indiqué. C'est-à-dire demain, quand on recrute quelqu'un, notamment un ingénieur d'affaires, on va indiquer qu'il fera, dans le cadre de son activité commerciale, compléter un CRM. Et en fait, parce qu'on estime qu'on n'a pas à négocier, on n'a plus à se battre ou à convaincre, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, des utilisateurs. Donc, on veut des gens qui arrivent demain, comme on dit, c'est des solutions qui se développent, mais on veut pas quelqu'un qui nous dise, non, moi, je suis très bon en relation entreprise, mais je veux pas compléter le CRM. Parce que ça va nous poser des problèmes organisationnels terribles. C'est-à-dire que, justement, on est dans un souci de partage des infos. Comme le disait Candice, maintenant, on est multi-établissement. Demain, si on me dit, que, je sais pas, j'ai un ingénieur d'affaires sur un grand groupe et que les données ici, il y en a aucune parce que la personne qui est chargée de les saisir ne saisit pas. C'est pas possible. On peut pas avoir
je ne sais pas moi, si cette entreprise nous verse 100K euros, il faut que ça soit inscrit quelque part. Question concernant, on arrive pas loin de 11 heures, ça fera une petite heure qu'on est ensemble. Moi, j'aimerais imaginer, évaluer avec vous, alors on va commencer par nos experts, après on va voir concrètement, comment on évalue la performance de son CRM. On l'a bien vu, hein, ça permet de gagner du temps. Jean-Baptiste l'a dit, une personne qui faisait des photocopies, on l'utilise mieux pour faire autre chose. On voit bien que ça fait gagner du temps sur la précision, ça gagne en précision, ça gagne en efficacité, ça gagne en pertinence. Mais est-ce que, par exemple, concrètement, ça fait gagner de l'argent? On pense aux écoles qui sont en démarchage. Est-ce que ça fait gagner en efficacité parce qu'on relance mieux, parce qu'on est efficace commercialement? On a effectivement des indicateurs alors qui s'inscrivent dans deux types de données. Alors il y a déjà encore une fois la bonne utilisation de l'outil. Hein, c'est-à-dire que si on s'aperçoit que finalement sur les 10 comptes utilisateurs qui sont normalement prévus dans le cadre du projet, on n'en a que 5 qui utilisent fréquemment le logiciel. Là, on a un souci. Et enfin, effectivement, le principal indicateur, c'est les gains qu'on va en tirer. Hein. Donc, si l'outil est utilisé pour collecter de la taxe ou collecter des dons, évidemment, les résultats vont être très vite mesurables. C'est-à-dire que voilà, c'est l'indicateur des montants de taxes et de montants de dons qui vont parler d'eux-mêmes. Alors, dites-nous. Très concret. Nous, on l'a pas encore utilisé pour la taxe cette année. Non, mais attendez, il y a une question pour vous, Candice. Attendez, je vais vous poser parce qu'il y a aussi, aller voir les alumni aussi, parce que c'est aussi un sujet. Jean-Baptiste, vous êtes très, entre guillemets, comme toutes les grandes écoles, très business orienté. Hein, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas une insulte, hein, mais est-ce que vous avez vu concrètement cette évolution dans le biz? En fait, comme vous avez un meilleur outil de pilotage, vous pouvez piloter mieux, que ce soit vos emailing, vos rendez-vous et la donnée que vous récupérez. Par exemple, typiquement, un exemple tout bête, hein, vous avez des commerciaux qui ciblent un certain nombre d'entreprises et on se rend compte par rapport avec le CRM qu'en fait, il y a toute une partie d'entreprises qui ne sont pas du tout touchées. Donc voilà, on réoriente et alors peut-être que les contacts sont plus bons, donc on régénère des rendez-vous, des appels téléphoniques pour avoir des nouveaux contacts et générer une nouvelle relation. Mais typiquement, ça vous permet de piloter votre activité et donc vous allez vous allez avoir une meilleure efficacité, donc gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Et vous gagnez du temps aussi. Un point qu'on oublie, c'est que il y a du turnover dans toutes les équipes. Hein. Demain, si j'ai 2 personnes qui partent, les 2 personnes qui vont les remplacer, qui arrivent, ils vont juste à se loguer sur le CRM, ils voient ce qui s'est passé, le client, ils le connaissent en 10 minutes. Oui, très concrètement, ça permet de rappeler, d'appeler un client, de lui dire, au fait, on est là. Et c'est vrai que tout simplement, ces process de rappel et d'alerte font gagner en gain. Et je sais de quoi je parle, puisque chez Newsstand, vous savez qu'on a plein d'abonnés qu'on rappelle régulièrement et nos forces de vente sont là aussi. Ça. Voilà, ils sont à côté. C'est pour ça que j'y pense. Candice, une question pour vous, de Cécile. Est-ce que vous utilisez uniquement Edonet dans la gestion de vos données alumni? On n'a pas parlé des alumni, c'est très important. Les écoles ont plein d'anciens, les universités, et on commence, alors dans les écoles c'était fait depuis longtemps, et dans les universités on commence à rassembler ces alumni qui sont une force incroyable. C'est la tradition à l'américaine de donner à son établissement, et il y a beaucoup d'entreprises, donc c'est vrai que là aussi il y a une puissance à les capter, je pense. Oui, contrairement à l'ESSIer Paris, on importe nous nos diplômés. Donc, on a une gestion et relations entreprises et relations alumni qui se fait maintenant au niveau central pour les alumni et les entreprises. Et puis, en fait, ce qui était intéressant, nous, c'était lors du lancement du CRM, donc il y avait plusieurs composantes pilotes, notamment Sciences, Économie et Gestion, qui lançaient eux aussi l'application Alumforce de leur côté. Donc, on a eu ces deux lancements en parallèle. Et donc là, on a bien lancé le CRM. Eux, ils ont lancé Alumforce. Ils ont des inscrits sur la plateforme. Et actuellement, on travaille justement à une passerelle entre les deux pour qualifier tous nos alumni et les transformer en contact entreprise, en fait. Et en prospect FC, en client, taxe d'apprentissage, etc. Donc là, on se rend compte. Et ça donne quoi? Vous êtes satisfait de cette première centralisation de contact avec les alumni? Qu'est-ce que ça donne? Oui, pour le moment, on travaille à des newsletters pour les alumni. En fait, on va pas remplacer en fait l'animation par composante des alumni, mais on fait quelque chose d'un peu plus central, quoi, en fait, grâce au CRM. Oui, c'est vrai, c'est une question qu'on avait abordée dans un précédent Sync, c'est la centralisation des alumni au niveau de on va dire, pardonnez-moi, de la tutelle, de l'institution ombrelle.
Et est-ce qu'elle doit se faire par institution qui est très incarnée? On est diplômé de l'ESIE, on n'est pas diplômé de Gustave Eiffel, entre guillemets. D'un Ça master en viendra, particulier. ça viendra, Candice, hein, mais, mais c'est vrai que c'est une question. Jean-Baptiste, quelle est votre religion sur ce point de vue? Je rejoins ce que dit Candice, c'est intéressant parce que pourquoi SIE Paris il n'est pas encore tous ces anciens, typiquement dans ces, parce qu'en fait, il faut savoir que SIE Paris, comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, a une association des anciens qui est indépendante. Donc, pour l'instant, notre association des anciens, elle n'utilise pas notre solution CRM. Là, on est en négociation avec eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on essaye de voir comment on pourrait avoir partagé, pas partager la donnée, mais avoir une gestion un peu plus efficace de nos alumni. Donc, ça peut être, oui, ça peut passer par une solution logicielle. Mais nous, on a d'abord tout un travail à faire avec l'association des anciens, en fait. Je vous rassure, Jean-Baptiste, vous n'êtes pas la première école à avoir des anciens grincheux qui font que ce qu'ils veulent. Grincheux. C'est une négociation politique. Vous n'êtes pas la seule grande école. J'ai entendu un tas d'histoires avec les associations d'anciens. Vous n'imaginez pas. Question de Séverine. Lorsque Donet a été mise en place, doucement, lorsque Donet a été mise en place pour les besoins de l'apprentissage et des stages, quel est le degré de facilité, difficulté pour intégrer des besoins de fundraising pilotés par une autre structure universitaire? Alors, encore une fois, il n'y a pas de difficulté particulière liée à l'outil. C'est-à-dire que c'est un autre type d'opportunité qu'on va piloter finalement dans l'outil en lien avec les mêmes contacts. Hein, donc, j'entends par là qu'on va intégrer dans Donet les contacts de la fondation et les contacts des services de stage et les contacts de chacun des services utilisateurs, et on va tâcher de faire converger autour de ces contacts toutes les activités de chacun des services portées par chacun des services. Donc, j'entends par là que le service de la fondation, donc les personnes chargées de la collecte, vont pouvoir effectivement adresser leurs propres contacts, et puis si ces contacts sont ouverts, et pourquoi pas adresser les contacts aujourd'hui qui sont ceux des services de stage ou de l'apprentissage, de manière à les inciter, pourquoi pas, à contribuer sous forme de dons à l'établissement. Hein. Mais voilà, il n'y a pas de contrainte. Encore une fois, le seul enjeu, c'est toujours de bien définir son besoin et de bien définir, qu'est-ce qu'on autorise à faire finalement dans l'outil et ce qu'on doit mettre en place. Voilà. Bon, on voit bien qu'on est clairement rentré dans le temps des questions. Hein, quels sont les principaux apports de l'utilisation d'un CRM en matière, qui a parlé de formation? C'est Jean-Baptiste ou Candy, je ne sais plus. En matière de formation professionnelle. Oui, nous, on travaille beaucoup avec le service formation continue pour faire la promo de ces formations-là. Et puis, grâce au logiciel Apogée, on a importé aussi tous ces stagiaires FC dans notre CRM. Et on est vraiment très sollicité par justement ce service-là pour faire des campagnes mail de promotion et voilà. Donc depuis juin, on a commencé à travailler avec eux. Oui, ça veut dire que le CRM pour la formation pro, c'est pour faire du business, hein, clairement, et pour vendre des produits sur catalogue, sur mesure, intra ou catalogue ou interentreprise. Pardon. Le CRM de Donet permet-il aussi de manager les contacts pour l'événementiel? On en souffre un peu, il n'y a pas beaucoup d'événementiel en ce moment. Mais bon, mettons qu'il y en ait. Envoi d'invitation électronique, réponse yes/no, qui permet d'historiser le contact. Est-il allé à tel événement? Doit-on le relancer? Bref, vous voyez ce qu'on veut dire. Je vous aurai la question. Nous, on l'utilise pour ça aussi. Donc, ça fonctionne très bien. En fait, c'est un peu ce que disait Séverine. C'est-à-dire que ça soit pour une fondation, pour de la formation continue, pour de la formation initiale, c'est le même principe. Vous avez un contact, vous avez une action à faire. Donc, ça change. C'est l'utilisation qui change. L'outil le permet. Après, c'est à vous de définir ce que vous voulez en faire. Moi, je connais des établissements, par exemple, sur CRM, que pour la formation continue. D'autres, nous, on l'utilise pour tout, pour notre formation initiale, pour la gestion des stages d'apprentissage de l'apprentissage, et pour nos tests de formation continue, pour nos événements, qu'ils soient en formation initiale, formation continue. Voilà, on l'utilise. Toute la notion de business, on la gère dans le CRM. Et puis aussi, par contact, on a un historique des mails envoyés et des événements auxquels ils ont participé. Donc, on le voit bien. Pour reboucler avec ma première question, vous voyez, la maturité, c'est qu'en fait, comprenons bien qu'un CRM, c'est un outil qui peut se plugger sur à peu près tous les besoins. En fait, si tant est qu'on ne veuille pas tout mélanger, mais on voit bien que ce soit pour envoyer une invitation
relancer un client, solliciter un partenaire ou solliciter une institution. On voit bien que tout ça relève du même principe, hein, Séverine, Laurent. Oui, c'est ça. Mais il faut faire attention, comme on l'a dit plusieurs fois, que le CRM, en fait, il trouve sa place dans tout le système d'information de l'établissement. Il ne faut pas qu'il devienne un ERP. Il ne faut pas qu'un outil prenne les fonctionnalités d'un autre parce que ce serait mieux de l'avoir dans cet outil-là. S'il faut deux outils, il faut deux outils. Très bien. On s'arrange pour connecter, interfacer, échanger. Mais chacun doit avoir sa place, quoi. D'accord. Est-ce que moi, il me semble qu'on a dit beaucoup de choses. On arrive presque à la fin de cette heure. On avait prévu 1h15. Est-ce que Candice, Jean-Baptiste, Séverine, Laurent, vous avez encore des choses à ajouter? Votre témoignage, en tout cas. Moi, je retiens, Candice, que ça serait bien de donner un petit nom à votre CRM. Oui, on va y penser. Hein, c'est l'occasion de faire un sondage avec votre CRM, justement, comment on appelle notre outil. Jean-Baptiste, on voit bien que vous êtes à maturité, hein, si je puis dire, et on voit que le temps long est important, hein, dans l'usage du CRM. Oui, alors, en fait, je rejoins, il faut vraiment le voir. Alors, c'est pas réducteur, il ne faut pas que Donnet se vexe, mais c'est qu'un outil. Et donc, c'est comme ça qu'ils vendent. Et d'ailleurs, c'est très bien, parce qu'en fait, c'est pas l'outil qui va faire le succès de votre campagne de formation continue ou de taxe d'apprentissage, typiquement. Si votre attaque commerciale, elle est mal préparée, vos supports sont mauvais, et ben, tout sera mauvais. Et si vos contacts sont mal référencés, ça sera mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment travailler sur la donnée. C'est ça qui est important. L'outil vous aide, il peut vous aider à tout faire, pratiquement, dans une activité relation entreprise ou enseignement supérieur. Mais il ne va pas remplacer. Vous êtes responsable de vos échecs et de vos réussites, en fait. C'est ça. Il ne faut pas rendre l'outil responsable de ce qu'il ne peut pas faire, en fait. Non, parce que je vous dis ça parce que c'est une conversation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps où on m'expliquait que oui, non, ça doit être à cause de l'outil. Non. Ah oui, mais ça, c'est facile. C'est pas à cause de l'outil. C'est parce que les données sont plus fiables. Voilà, c'est ça. Donc, il faut travailler sur notre base de données et pas attendre que l'outil le fasse pour nous. De toute façon, l'outil ne peut pas se défendre, hein, donc c'est ça qui est bien. On a une question qui vient de tomber, Julien. Qui veut répondre? Séverine, Candice, ça concerne plutôt les écoles de commerce, puisque Equis ACSB, c'est les labels internationaux. Alors, je vous la lis. Concernant vos clients, utilisent-ils également dans cet outil leur logique d'accréditation afin de gérer les contacts, les universités partenaires, les étudiants étrangers? J'entends les remarques sur l'ERP, d'où ma question. Alors, à ma connaissance, le CRM contribue, c'est-à-dire qu'il va contenir un certain nombre d'informations et il va garantir la prise en charge de certains processus qui vont être utiles à l'accréditation. Alors voilà, donc ça va attester que l'école aujourd'hui dispose effectivement d'un référentiel qui contient un certain nombre de données. Alors Julien évoque notamment les universités partenaires, etc. Donc dans certaines bases, on gère effectivement, on a intégré notamment ces conventions académiques qui sont mises en place entre l'université et les partenaires à l'étranger, qui vont être du coup en capacité d'accueillir les étudiants de l'école et qui à son tour va accueillir celle du partenaire à l'étranger. Hein, donc c'est ce qu'on appelle comme ça la gestion des conventions internationales. Voilà, ça y contribue, c'est pas le seul. Voilà, l'outil CRM n'est pas le seul outil qui va être utilisé dans ce cadre-là, mais il y participe. Laurent, pour conclure, on a fait un petit tour de table. Laurent, pour conclure, hein, sur le CRM, on voit bien qu'il y a un chemin qui est en train de progresser, voire il y a une accélération, je dirais même, en termes d'usage. Oui, clairement, on voit à la fois des prospects, donc des demandes qui nous parviennent pour que des établissements s'équipent de CRM, mais on a aussi des clients qui utilisent notre CRM qui reviennent vers nous pour faire évoluer les choses. Voilà. En disant, ces derniers temps, on a imaginé que le CRM pourrait nous servir et faciliter des actions, et donc il faut les mettre en place. Donc, aujourd'hui, on est quand même sur une tendance à les gens veulent s'équiper et ceux qui sont déjà équipés veulent
progresser, enfin faire évoluer l'utilisation. Peut-être l'ouvrir à d'autres métiers, l'ouvrir, voilà. Parce que, alors peut-être ça a été sous la contrainte, mais on a peut-être gagné 2-3 ans. Ben, c'est ce qu'on dit, hein. Le Covid nous a fait gagner 5 ans, certains disent. Donc, on a été bousculé brutalement, mais bon, ça ne nous a pas fait tant de mal que ça. Je parle sur le point de vue digital et numérique, hein, parce qu'il y a évidemment des conséquences qui sont très dommageable et on est tous un peu en attente des décisions du gouvernement en matière de confinement notamment, qui pourraient du coup encore plus accélérer les CRM. Mais ce que je vois, c'est que ça progresse et mon expérience personnelle me fait dire qu'on va accélérer violemment ces 2 prochaines années pour la simple et bonne raison qu'on a autre chose à faire que de faire de la saisie, comme le disait Jean-Baptiste, et on s'en rend bien compte aujourd'hui. Et le temps utilisé dédié aux étudiants et à la performance de son établissement est mieux, est plus utile et plus indispensable. C'est en tout cas le constat qu'on peut dégager quand on a des outils digitaux qui fonctionnent bien. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Ça serait difficile de dire le contraire en même temps. mais voilà, il est 11h10. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Un dernier mot. Est-ce que Candice, Jean-Baptiste, Séverine, Laurent? Bah, je vais juste abonder dans ce qu'indiquait Laurent, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on est sur un marché mature aujourd'hui, bah, nos clients nous permettent aussi de repousser les limites du CRM actuel. Hein. Donc, on est plutôt aujourd'hui, en tous les cas au niveau de Denet, dans une démarche où on prend les demandes, les nouvelles demandes des utilisateurs. Ça nous a permis ces dernières années de mettre en place des campagnes SMS, de la signature électronique, enfin voilà, des process nouveaux hein, dans le CRM. Et voilà, on est plutôt dans cette démarche-là et ça nous va bien. Très bien. En tout cas, les gens nous disent merci. Ça veut dire que vous étiez excellent. Merci Candice. Merci Jean-Baptiste. Merci Séverine. Merci Laurent. Bon vent à tous et à très bientôt, j'espère en physiquement cette fois-ci en présentiel pour notre prochain colloque parce qu'on a quand même envie de se retrouver un jour, hein, même si on a un beau CRM. Merci beaucoup. Très belle fin de journée. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.